autour de la Normande, un atout. Donc la Normande, un atout pour le développement durable dans le cadre du SPACE 2020, qui est donc une conférence Institut de l'élevage, OS Race Normande. Donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Albéric Vallée, directeur de l'OS Race Normande. Bien, merci. Bonjour à tous. Merci d'être présents à ce SPACE virtuel, nouvelle manière. Et donc, on va vous parler effectivement ce matin de race normande sous l'angle du développement durable. Et pour commencer introduire ce thème, eh bien, j'ai repris une citation de Luc Delaby qui intervient en tant que chercheur, notamment au domaine du pain au haras. Et nous avons fait avec l'INRA, l'IDEL et d'autres un travail de prospective qui s'appelait Normande 2050. Et cette phrase, c'est un petit peu ce qui a ouvert ce travail de prospective. Alors maintenant, on cite Luc Delaby. Il faut que la Normande, il faut prendre la Normande pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle aurait pu ou dû être. Et c'est vrai que cette phrase, elle nous a guidés sur un chemin qui est celui de la qualité et celui de la mise en avant des différentes qualités de la race normande. Alors, c'est de ça qu'on va vous parler ce matin. Et ça va être de la génétique, mais pas que. Donc, si on regarde d'abord les leviers de la qualité, comment est-ce qu'on peut propulser cette qualité et mettre en avant notre vache normande pour ce qu'elle est? Alors, il y a un levier qu'au niveau de l'OS normande, évidemment, on connaît bien. Ça va être le levier de la génétique. Et on va en parler en termes de qualité du lait. Et là, Catherine Heurtaud va nous exposer un travail que nous avons fait qui est une sorte d'état des lieux des spécificités du lait de Normande. Donc ça, c'est un travail qui est fait, dont les résultats sont publiés. Et nous sommes actuellement en réflexion sur un autre projet qui est l'entrée de la Normande dans le programme Frogmere, qui pourrait se résumer en disant quel lait pour quel fromage, qui aura pour objectif de rechercher dans le lait de Normande ce qui peut caractériser, ce qui favorise les fromages qui sont les plus liés à la Normande. On va dire des fromages à pâte molle. Frogmere, c'est plutôt parti sur des fromages à pâte pressée. Là, on sera sur des pâtes molles, on sera aussi sur du beurre et de la crème. Donc, on va rechercher ça et en recherchant ça, on va rechercher des caractéristiques qu'on pourrait identifier, phénotyper, et qui dit phénotype, dit association possible au génotype et donc sélection animale. Donc ça, c'est la partie qualité du lait. Et donc, dans la partie qualité de la viande, nous avons fait un travail similaire de caractérisation. Cette fois, c'était sur le bœuf de race normande. Et avec Christophe de Noyel, on va également vous parler d'un travail qu'on est en train d'initier sur l'état des lieux de la qualité de la viande de femelle normande. Donc, c'est un projet qui s'appelle Val d'Or et qui est, pour l'instant, qui est bien écrit. Il y a encore des petites choses à régler, mais ça va le faire. Et puis, derrière ce projet Val d'Or, on aura probablement aussi des projets en termes d'analyse de la fibre musculaire normande avec des technologies protéomiques. Et là encore, c'est du phénotypage. Et quand il y a phénotypage, on va associer des génotypes derrière et entamer un travail de sélection génétique. Donc, notre premier levier pour extérioriser les qualités de la race normande, ça va être la génétique. Mais c'est vrai que ce n'est pas le seul, puisqu'on peut aussi imaginer des leviers qui sont des leviers techniques. Et en cette matière, on va avoir Simon Fourdin qui va nous présenter des travaux que nous avons faits avec l'Institut de l'élevage depuis plusieurs années sur l'analyse des performances techniques, économiques, environnementales et sociales de la Normande. Donc, on est bien là dans les 4 piliers du développement durable. Autour de ça, nous avons animé un réseau d'éleveurs normands dans le cadre des réseaux d'élevage qui sont coordonnés par l'Institut de l'élevage. Et ça nous a permis de mettre au point différents indicateurs qui prennent en compte les spécificités raciales. Donc, il y avait le côté produire du lait plus produire de la viande. Quand vous observez les résultats techniques tels qu'ils sont publiés dans différents supports, souvent on analyse le produit lait pour les races laitières et on analyse le produit viande pour les races à viande. Et puis les races mixtes, on va analyser le produit lait, puis le produit viande, on va le mettre un peu à côté. On s'est efforcé de mettre une analyse vraiment complète avec produit lait et produit viande, ce qui a des conséquences sur la performance économique, bien entendu, mais aussi très largement sur la performance environnementale, puisque notre vache,
elle a 2 produits et un seul impact environnemental. Simon va vous présenter ses travaux, c'est très intéressant et on y est très attaché. Et puis, enfin, un dernier levier, on a fait tout un travail pour dire qu'on a des qualités dans plein de domaines, encore faut-il le faire savoir. Et pour ça, ben, on active des leviers qu'on pourrait qualifier de leviers marketing avec 2 aspects. La certification de qualité, on peut l'avoir soit dans le cadre de signes officiels de qualité d'origine. La Normande bénéficie de 6 AOP beurre, crème et fromage. Et donc, dans ces 6 AOP, elle est citée comme une composante du lien au terroir, avec des pourcentages de Normande qui peuvent être variables et qui sont globalement évolutifs et à la hausse. Et puis, dans ces AOP, il y a bien sûr le très emblématique camembert, sur lequel on pourrait écrire un livre dont les chapitres s'écrivent tous les jours, et on en a écrit quelques-uns dans les mois passés, mais aussi d'autres fromages, Livaro, Pont-l'Évêque, Cœur de Neuchâtel, et puis notre beurre et notre crème d'Isigny. Dans le cadre de cette certification qualité, nous avons également déposé un projet de spécialité traditionnelle garantie autour du bœuf traditionnel de race normande. C'est un dossier qui est en instruction actuellement. Oui, c'est vraiment en instruction. On attend un petit peu les suites pour 2021-2022. Et nous avons un dossier qui est moins avancé, également sur le signe de qualité spécialité traditionnelle garantie sur du lait, mais nous sommes moins avancés sur ce dossier. Et puis, il y a aussi d'autres façons de mettre en avant les qualités de nos produits, au travers d'une signature, qui est une ambition que nous avons, de signer tous les produits qui mettent en avant la race normande, que ce soit des produits laitiers ou des produits carnés. Et évidemment, derrière cette signature, il y a tout de même quelques exigences. Bien entendu, des animaux 100% race normande, bien entendu, des animaux qui pâturent, bien entendu, des animaux qui sont dans la logique du développement durable. Et puis, si on crée cette signature, on aura bien entendu l'impératif de la faire vivre, et on la fera vivre autour d'une communication collective. Voilà donc nos ambitions aujourd'hui pour positionner notre vache dans quelque chose qu'on peut appeler très globalement le développement durable. Un petit chiffre pour vous dire qu'on est pertinent. La Normande, en France, c'est 9% de l'effectif de vaches laitières, et dans la production de lait bio, c'est 20%. C'est-à-dire que la race, dans des démarches de développement durable, eh bien, elle a sans doute montré toute sa pertinence, et les éleveurs ont choisi de façon beaucoup plus importante la Normande que d'autres races quand ils choisissent des modes de production durables. Voilà, donc je vais proposer que Catherine Heurtaud nous parle qualité du lait. Le micro, Catherine. Excusez-moi, je reviens en arrière, j'ai oublié de mettre mon micro. Donc, je vais vous parler du lait de vache normande. Donc, moi, je travaille à INRAE, donc dans une unité qui s'appelle Pégase, qui est située à côté de Rennes, à Saint-Gilles. Donc, tout d'abord, je vais vous... Là, je fais des bêtises. Je vais vous donner je vais vous caractériser le lait de normande en bref. Donc, selon les données du contrôle laitier de 2019, la normande produit plus de 6600 kg de lait. Le taux butyreux, donc la teneur en matière grasse, est à peu près de 42 grammes par kilo, avec un taux protéique qui affleure les 35 grammes par kilo. Alors, tout d'abord, un petit focus sur la matière grasse du lait, en particulier sur les acides gras. Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup d'effet de la race sur le profil en acides gras des laits. Ce que constate chez la normande, c'est qu'il y a une enzyme qui s'appelle la delta-9 désaturase, qui est un petit peu moins active. Ça veut dire que dans la mamelle, cette enzyme ne pourra pas désaturer beaucoup les acides gras saturés en acides gras désaturés. Et enfin, il y a une forte variabilité individuelle. Sur le graphique, vous pouvez voir en bleu la race normande, et ce graphique représente les acides gras monoinsaturés dans la mamelle, donc une seule double liaison. Et vous voyez que cette teneur en acides gras monoinsaturés, indépendamment de l'alimentation,
varie de 20 à 32% dans le lait. Alors d'autres critères, outre les acides gras, dans le lait de race normande, la matière grasse dans le lait se présente sous forme de globules gras, et chez la normande, ce sont des gros globules gras. Et ce qui caractérise aussi le lait de normande, c'est qu'il est moins sujet à la lipolyse, donc c'est un lait qui est moins fragile que certains autres laits. Si on s'intéresse maintenant aux protéines, alors j'ai fait un focus sur les variants des protéines. Comme dans toutes les races, il y a de nombreux variants pour les protéines qui sont présentes dans le lait, que ce soit la caséine alpha S1, alpha S2, les caséines bêta, les caséines kappa, ou les protéines solubles comme la bêta-lactoglobuline et l'alpha-lactalbumine. Pour mettre en avant ce qui caractérise et qui a un effet positif de la vache normande, c'est tout d'abord que le lait de vache normande contient un variant qui est intéressant, le variant A2 de la caséine bêta. Vous voyez qu'il y en a à peu près 32% le pourcentage le plus élevé, c'est 30%. Et ce variant de A2 de la caséine bêta est présent, c'est 62% des femelles qui ont été génotypées, en particulier génotypées A2A2. Il y a également deux autres variants qui sont intéressants. Il s'agit du variant B de la caséine kappa et du variant B de la bêta-lactoglobuline. En fait, ces deux variants confèrent une meilleure aptitude fromagère au lait. D'autres caractéristiques des protéines et en particulier des caséines. Donc les caséines dans le lait sont sous forme de micelles et les micelles de caséine chez la normande sont assez petites, ce qui lui confère aussi un intérêt au niveau fromager. Pour finir sur des paramètres importants au niveau nutritionnel ou technologique, je vais vous parler de calcium du lait. Donc il s'agit tout d'abord de résultats de génétique. Des travaux issus de phénophalais ont montré que le lait de race normande était plus riche en calcium que le lait de Holstein et que le lait de Montbéliarde. Vous voyez qu'il y a presque 100 mg d'écart. Et qu'en plus, ce caractère était héritable, puisqu'on voit que l'héritabilité est de l'ordre de 0,7, alors que l'héritabilité moyenne du lait est de l'ordre de 0,3. Donc c'est un caractère intéressant et en plus héritable. Et si on regarde l'évolution de cette teneur en calcium du lait au cours de l'année, donc ce sont des travaux qui ont été réalisés par un doctorant il y a quelques mois, et ce sont également des résultats issus de phénophalais. Vous pouvez voir que les trois races ont une évolution qui est à peu près similaire au cours de l'année, avec une teneur très élevée au début de la lactation, une diminution au niveau à peu près à 1 mois de lactation, puis une remontée jusqu'à la fin de lactation, donc quelle que soit la race. Mais par contre, on peut remarquer que la normande, donc, qui est avec des triangles rouges, a une chute moins importante que les deux autres races. Et surtout, ce qu'on constate, c'est le delta de teneur en calcium entre la normande et la Montbéliarde et la Holstein. Enfin, pour finir ce petit flash sur la normande, donc ce sont des résultats issus de travaux menés avec l'OS normande sur l'aptitude à la transformation du lait. Donc, on avait montré lors de ces travaux que les rendements fromagers, donc présure ou lactique, étaient améliorés avec le lait de normande par rapport au lait de Holstein, qui est souvent notre témoin. Qu'on n'avait pas d'effet sur la stabilité thermique du lait, c'est-à-dire que le lait de normande supportait bien les traitements UHT sans dégradation, sans problème, et qu'il n'y avait pas d'effet de la race sur les paramètres beurriers. Alors, quand j'entends paramètres beurriers, c'est le temps de barattage, la fermeté du beurre, la tartinabilité par exemple, mais qu'on obtenait un beurre plus jaune. Alors pourquoi ces effets sur les paramètres technologiques? Le premier, l'amélioration de la coagulation du lait, c'est un impact c'est lié à la taille des caséines. En fait, plus les caséines sont petites et plus le lait va être apte à coaguler. Et en plus, quand les caséines sont plus petites, elles vont pouvoir s'insérer dans le réseau et donc faire un produit bien homogène. Une augmentation des rendements fromagers, c'est également lié à la composition du lait, avec une teneur en protéines plus importante et surtout une teneur en caséine, plus de matière utile, donc matière protéique, matière grasse, et surtout un polymorphisme des protéines intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, variant B de la caséine kappa et de la bêta-lactoglobuline. Et enfin, une couleur du beurre plus jaune, ce qui est toujours plus appétant pour le consommateur, en tout cas dans nos contrées. Ce serait lié à la présence de plus gros globules gras et peut-être également aussi à un métabolisme différent du carotène chez la vache normande.
Voilà, moi j'en ai fini. Je crois que Christophe de Noyel, donc je vais enchaîner là sur la partie viande. Donc, comme ça a été dit en introduction, un petit mot sur une étude qui s'est déroulée il y a maintenant à peu près 2 ans sur le bœuf normand. Donc, à l'époque, il nous avait été de demander de travailler pour voir quels éléments on pouvait apporter, éléments objectifs, pour valoriser la viande de bœuf de race normande, donc élevée à l'herbe, et d'un autre côté, évaluer le degré de satisfaction de la viande de bœuf auprès des consommateurs. Donc en fait, on a poursuivi 3 axes. Un axe nutritionnel, un axe élément de communication et un axe qualité organoleptique. J'ai pas fait de diapo sur cette partie-là puisque je comptais plus développer la partie vache, mais donc un rappel très très rapide et je pourrais répondre éventuellement à des questions s'il y en a. Sur les aspects nutritionnels, on a été amené à faire des analyses, je dirais, assez classiques de la composition en acides gras. Donc sur cet aspect, on n'a pas été en mesure de montrer des spécificités du bœuf normand. Il y avait un certain nombre de critères qui pouvaient être intéressants, mais la viande ne se distingue pas forcément de ce qu'on pourrait voir par ailleurs en moyenne sur la viande bovine. D'un point de vue focus group, donc éléments de communication autour du bœuf. Donc là, on a travaillé avec des consommateurs et là, on a essayé donc de les interroger pour déterminer quels seraient les messages qui seraient les plus intéressants à véhiculer autour de cette production. Donc les messages qui ont été retenus par les consommateurs avec lesquels on a travaillé, c'était l'importance de l'origine française d'un produit sans OGM, élevé en plein air et associé à des signes de qualité. On pourrait faire le lien avec le dossier de STG qui est en cours, dont Albéric nous a parlé tout à l'heure. Et donc par rapport à ces messages qui ont été travaillés, il y en a 2 qui ont été retenus pour ensuite réaliser des tests d'analyse sensorielle. Donc les 2 messages qui ont été retenus, c'était origine 100% Normandie et l'autre élevé à l'herbe. Alors ça, c'est un point qui est quand même relativement c'est qu'on s'est rendu compte en fait que quand on fait déguster des produits à des consommateurs sans message et quand on fait déguster le même produit avec message, eh bien il y a réellement un effet du message qui va accompagner la dégustation. Et donc clairement, on a vu que par exemple par rapport à la dégustation l'appréciation plutôt du produit cru, on a vu que l'apport d'un message rendait ce produit plus satisfaisant pour le consommateur. Et en fait, on a fait le même constat au niveau de la dégustation. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. On le dit souvent, mais il y a les qualités intrinsèques, donc les qualités organoleptiques, mais il y a également les qualités extrinsèques, donc toute l'histoire qu'on va être capable de raconter autour du produit. Et quand on fait ce type de test, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir. C'est un peu la même chose qu'on peut constater parfois quand on déguste du vin et qu'on est souvent plus impressionné par l'étiquette finalement que par le produit qu'on consomme. Donc voilà le rappel très rapide autour de du projet qui a été réalisé sur le bœuf. Je vais m'attacher maintenant à évoquer donc le projet qu'on a déposé auprès de la région Normandie autour de la valorisation cette fois-ci de la viande issue du troupeau normand. L'état des lieux aujourd'hui, quel est-il? Le constat, c'est une orientation de la vache normande vers une spécialisation de plus en plus laitière. Un manque de finition des vaches. Alors c'est vrai pour la normande, c'est vrai que c'est globalement vrai pour toutes les vaches laitières. Et puis l'impact du gras sur la filière. Là, un petit mot parce que c'est intéressant parce qu'il y a quand même une évolution historique. Pour les gens les plus anciens là qui participent à ce webinaire, ils doivent se souvenir qu'il y a 25 ou 30 ans, la normande de fait était réputée pour son gras, mais réputée plutôt dans le mauvais sens puisqu'on considérait qu'elle était trop grasse. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à l'époque pour faire en sorte qu'il y ait moins de gras sur la carcasse. Aujourd'hui, je dirais pas qu'on est dans une situation complètement inverse, mais pas loin quand même puisque, par rapport aux attentes consommateurs d'avoir un produit qui soit à la fois tendre et savoureux, le gras a de l'importance et donc aujourd'hui, on est un petit peu en train de revenir en arrière pour mettre un peu plus de gras dans la viande pour mieux répondre aux attentes consommateurs. Donc si j'ose dire, le gras effectue un retour en grâce et c'est vrai pour la normande et c'est vrai pour toute la filière. À côté de ça, de fait, il y a un plan de filière viande bovine qui a été rédigé en 2017. Alors, il y a tout un tas d'objectifs dans ce plan de filière, mais il y en a au moins un qui nous intéresse, c'est mieux répondre donc aux attentes des consommateurs
au travers d'une part des qualités extrinsèques, donc tout ce qui va être alimentation, bien-être animal, enfin on va dire élevage au sens large des animaux, mais également donc les qualités intrinsèques, donc à la fois d'un point de vue nutritionnel, mais également organoleptique. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, la filière souhaite mettre en place l'évaluation d'un nouveau critère qui s'appelle le persillé, qui consiste en fait à évaluer la quantité de gras à l'intérieur de la viande, donc le gras qu'on va consommer. Donc face à ce constat et en discutant avec différents partenaires de la filière, donc notamment l'Ouest normande, mais également l'interprofession viande normande, eh bien on a décidé de déposer un projet auprès de la région pour permettre donc une meilleure valorisation de la viande issue de la vache normande et proposer des éléments de communication pour mettre en avant sa qualité. Donc je vais vous détailler, enfin non, je vais pas vous détailler, je vais passer assez rapidement sur les actions donc de ce projet. Il y a essentiellement 3 actions techniques. Donc la première va consister à identifier des conduites de finition vertueuses des vaches normandes. Donc en 2 mots, techniquement, on va s'attacher à aller dans des abattoirs normands pour faire une évaluation de l'état d'engraissement à la fois externe mais également interne de la carcasse, donc ce fameux persillé. Et à partir de cet état des lieux, on ira interroger des éleveurs qui ont plutôt tendance à produire des animaux maigres et de l'autre côté, des éleveurs qui ont plutôt tendance à produire des animaux gras. Et donc à partir de là, on espère pouvoir récupérer des modes de conduite assez différents, ce qui nous permettra dans un second temps, donc dans l'action 3, de mettre en place ces régimes qu'on aura choisis donc au sein d'un comité de pilotage pour les tester en fait dans des stations expérimentales pour valider ou pas l'impact de ces régimes sur l'état d'engraissement des carcasses et en particulier de la viande. Ensuite, dans un troisième temps, donc l'action 4, on évaluera la qualité des carcasses et des viandes des vaches de race normande, notamment en lien avec les attentes des consommateurs. Donc dans cette action, on fera à la fois des évaluations de la qualité des carcasses, à la fois d'une évaluation de la qualité des viandes au travers de la grille de persillé que j'ai évoquée tout à l'heure, et on sollicitera des consommateurs à nouveau dans des focus group pour travailler sur le message, mais également dans de l'analyse sensorielle, donc auprès de un peu moins de 200 consommateurs pour percevoir, pour évaluer leur niveau de satisfaction par rapport à cette viande. Et bien sûr, ce projet, s'il se fait, se terminera tout au long en tout cas du projet. Il y aura une action de valorisation et de diffusion pour communiquer les résultats auprès des partenaires pour pouvoir les valoriser auprès des consommateurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur la qualité de la viande normande. Merci. Voilà. Peut-être il faut profiter de ce moment pour les questions. Je vois que sur le chat, on n'a pas eu beaucoup de questions, mais profitez-en. Et moi, pour ma part, je voudrais remercier Catherine pour ce petit focus lait et Christophe pour ce focus viande, avec plein de perspectives d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et bon, voilà, au niveau des questions, est-ce qu'il y a du nouveau? Je sais que Catherine va nous quitter assez rapidement. Donc, s'il y a des questions pour Catherine. Non, je reste finalement. Merci. Écoutez, je ne vois pas de questions. Donc le chat reste ouvert de toute façon et on va demander à Cyril de nous parler plus du coup du développement agricole. Et peut-être à Catherine de couper son micro. Voilà, merci. Et donc, on va plus aborder les qualités au travers des techniques. Donc, Simon, ça va être à toi. Donc, Simon, normalement, nous a rejoint. Simon, si tu peux prendre la main. Bon, et puis n'hésitez pas, comme l'a dit Albéric. Pour un coup, nous sommes 49. Il devrait y avoir au moins une question. Je crois que nous avons perdu notre Simon. Non, il y a eu un souci. Il n'y a pas de réseau chez Simon.
C'est ça. Moi aussi, bon. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Voilà, on a récupéré Simon. Voilà, désolé, je vous entendais bien. Un petit souci de connexion. Donc, normalement, c'est résolu. Donc oui, donc moi, je vais vous parler en fait de donc, ce qu'a présenté Albéric tout à l'heure sur la Normande en 2050. On a travaillé avec l'OS Normande et puis d'autres partenaires que je vais vous présenter pour faire un réseau de fermes pour atteindre la triple performance. Et en fait, au sein de ce réseau de fermes, on a regardé à la fois des choses plus classiques, on va dire du technico-économique, mais également tous les autres volets qu'a rappelé Albéric, c'est-à-dire sur le social, l'environnement, etc. Et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Donc déjà, pour vous présenter un petit peu le réseau de fermes, donc c'est un réseau de fermes qui a été fait dans le cadre du dispositif Inosis Réseau d'élevage, donc en partenariat avec les chambres d'agriculture. Et l'idée, c'était donc de produire et diffuser des références sur la triple performance, donc économique, sociale et environnementale, dans des systèmes 100% normandes, plutôt du Grand Ouest. Donc vous voyez sur la carte la répartition des élevages, hein, donc ça allait, il y avait même un élevage dans la Somme jusque dans les Pays de Loire en passant par la Bretagne et la Normandie. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une diversité de systèmes. Et le but, c'était aussi d'avoir des indicateurs adaptés aux caractéristiques de la Normande, et notamment par rapport à ces critères de mixité, d'avoir des indicateurs qui ne soient pas que lait ou que viande, mais bien sur la mixité. Puis aussi de regarder donc sur la qualité de ses produits, et notamment la valeur ajoutée qu'elle peut avoir via ses produits, l'aptitude à valoriser les fourrages dans certains systèmes dans lesquels elle se retrouve très représentée, et puis aussi sur les facilités à vivre de la race, notamment sur les aspects temps de travail qu'on a regardé également. Donc la façon dont le réseau de fermes a été pensé, donc avec l'OS Normande, on a travaillé avec le dispositif Inosis, comme je le disais, à trouver 15 fermes en 100% normande dans toute cette zone Grand Ouest. Et en fait, l'objectif, le partenariat avec les éleveurs, c'était à la fois qu'ils acceptent de, bien sûr, partager leurs données, de soumettre à certains tests, questionnaires, etc., pour qu'on puisse creuser les différentes thématiques de la triple performance, mais également d'ouvrir leurs fermes, donc d'avoir à la fois des fermes ouvertes, des rencontres avec les scolaires. On a pas mal travaillé sur le volet scolaire, et également, bien sûr, d'avoir des publications à la fois, on va dire, grand public, éleveurs ou scientifiques. Pour le suivi des fermes, donc les partenaires étaient les chambres d'agriculture pour la Normandie, les Pays de Loire, et les organismes de conseil en élevage pour la Bretagne. Le réseau de fermes, en moyenne, c'était des fermes de 132 hectares de SAU, 92 hectares de SFP, donc vous voyez avec une très grande part d'herbe dans la SFP, avec également des grandes cultures en partie. Et puis, donc, bien sûr, des vaches laitières en production, mais également des ateliers complémentaires, soit en bœuf, soit en taurillon. Et vous avez donc les taux TB, TP en moyenne. Et derrière cette moyenne se cache en réalité une grande diversité, avec des fermes qui étaient en lait spécialisé, c'est-à-dire qu'elles n'avaient qu'un atelier de production laitière, d'autres qui étaient en mix, donc un atelier laitier plus un atelier d'engraissement de bœuf ou de taurillon. Et puis, ça peut se chevaucher, bien entendu, mais des exploitations en agriculture biologique également, et dans les signes de qualité, notamment sur les AOP de Normandie. Alors, sur les résultats, on a plein d'infos, et on ne va pas vous présenter tout aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de livrables qui ont été produits au cours des 4 années pendant lesquelles le réseau a eu lieu. Et donc, vous les retrouverez à la fois sur le site de l'Institut d'élevage et sur le site de l'OS Normande. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin de plus de précision, à la fois sur la méthodologie ou sur les résultats, vous avez tout ce qu'il faut dans les livrables qu'on peut vous envoyer sans souci et que vous pouvez retrouver sur ces 2 sites Internet. Donc, sur les aspects économiques, comme le disait Albéric, on a regardé à la fois donc, sur les atouts pour la production laitière, mais également sur les atouts pour la production de viande. Je vous ai remis que quelques chiffres là, hein, bien sûr. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur sur le prix du lait vendu laiterie, donc entre les 3 groupes, donc ceux qui étaient plutôt en conventionnel, en AOP ou en agriculture biologique, on constate en moyenne qu'il y a environ 20 € de plus liés à l'incidence des taux de la Normande par rapport aux autres races. Donc quand sur une année, on était à 370 € en moyenne, donc là c'est la dernière année du réseau, donc c'est le produit en 2009, ça veut dire de la compta 2008, clôture 2019.
2018, clôture 2019, on avait un prix moyen dans les systèmes en race normande de 370 € pour le lait conventionnel, alors que dans les références Inosis, on était plutôt à 350, donc vous voyez 20 € de différence. Et c'est ces mêmes 20 € qu'on retrouve à peu près pour les deux autres catégories, que ce soit en AOP ou en agriculture biologique. La grande différence s'explique par les taux. Il peut y avoir aussi à cela d'autres choses qui viennent s'ajouter, des primes, notamment à la qualité ou autre, voire des fois des primes à la race normande dans certaines filières qualité qui donnent une petite prime pour les éleveurs qui sont en race normande. À savoir également aussi, donc, c'était pas innocent d'avoir choisi 3 systèmes en AOP et 3 systèmes en agriculture biologique, parce que la race normande est particulièrement bien représentée dans ces deux segments. Si on regarde au niveau de la viande, le prix moyen des animaux vendus, alors il peut y avoir des filières qualité, race normande, ce genre de choses qui apportent une plus-value sur les animaux et qui expliquent aussi un différentiel par rapport aux filières conventionnelles. Donc ça, c'était un peu la présentation technico-économique, mais en fait, chaque année, au-delà de l'aspect technico-économique, comme je le disais, on a creusé les différents piliers du développement durable. Et en fait, chaque année, on a retenu un thème de travail au cours des 4 années du dispositif. Donc en fait, la première année, on a utilisé l'outil Cap2ER pour regarder un peu le bilan environnemental de nos fermes du réseau race normande. En 2018, on a regardé plutôt les aspects de travail, organisation du travail, temps de travail, temps disponible restant. En 2019, on a regardé les aspects sur la robustesse économique des systèmes par rapport à des aléas économiques, comment les systèmes pouvaient s'en sortir. Et enfin, en 2020, on a fait quelque chose d'assez transversal, donc sur la résilience. Donc, je reviendrai un petit peu sur les aspects robustesse et résilience par rapport aux définitions. Et donc là, la résilience, c'était multifamille, c'est-à-dire à la fois, enfin, je vous représenterai les 5 piliers de la résilience, mais en gros, ça regroupe les différentes familles qu'on avait vues jusqu'alors. Et donc, c'était quelque chose d'un petit peu synthétique pour terminer notre cycle de 4 années de travaux. Alors, juste quelques résultats. Comme je le disais, c'est très, très succinct. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu produire dans le cadre du projet. Il y a beaucoup, beaucoup plus de résultats dans les livrables pour chaque année. Donc, au niveau des bilans environnementaux et notamment du bilan carbone avec la méthode Cap2ER, ce qu'il faut retenir, c'est que sur les fermes de notre réseau normande par rapport à des comparaisons de groupes plus importants, on a regardé un petit peu là où il pouvait y avoir des différences avec les références moyennes. Et alors, sur les émissions nettes de lait, on n'a pas énormément d'écart par rapport au système classique, avec d'autres indicateurs que je n'ai pas présentés ici, mais on a regardé aussi par rapport au kilo de protéines produites pour avoir un indicateur race mixte, parce que là, bon, bien sûr, les émissions nettes de lait, c'est au kilo de lait produit, hein, donc c'est un indicateur assez spécialisé, on va dire. Donc, on a aussi créé d'autres indicateurs plus adaptés aux races mixtes qui prennent l'ensemble de la production à la fois laitière et de viande de l'atelier normande. Et si on regarde quand même quelques aspects là sur les aspects carbone, ce qui est intéressant, donc, c'est le nombre de personnes nourries qui est beaucoup plus important sur les systèmes de notre réseau normand que la moyenne, que la référence. Mais également, et bon, ce n'était pas vraiment une surprise, hein, mais ça a confirmé ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que la grande valeur ajoutée sur l'aspect carbone, c'est des systèmes avec beaucoup plus de stockage carbone, donc ce qui n'est pas tout à fait illogique avec des systèmes plus pâturants, avec beaucoup plus d'herbes, et notamment en Normandie, mais ça peut être vrai dans d'autres régions aussi, bien sûr, des systèmes assez bocagés avec aussi beaucoup de linéaires de haies. Et donc au niveau stockage carbone, on avait quand même un différentiel très marqué avec les exploitations moyennes de toute la zone Grand Ouest. Donc ça, c'est pour la partie carbone. Sur la partie travail, on a regardé aussi, donc là, on a fait des bilans travail, la méthode bilan travail développée par INRAE et l'Institut de l'élevage. Et donc l'idée, c'était de regarder le temps disponible, le temps restant pour les éleveurs, une fois qu'ils avaient fait tout leur travail, notamment d'astreinte auprès des animaux. Et là, pareil, on a trouvé des choses assez intéressantes. Alors, toujours, hein, c'est sur un échantillon de 15 fermes, hein, donc il faut relativiser notre échantillon, mais c'était quand même néanmoins très intéressant de voir la différence de jours d'astreinte par animal, d'où le slogan race facile à vivre, avec une différence significative de 3,70 jours par UGB pour les élevages du réseau race normande, alors qu'en moyenne, au niveau national, on est plutôt à 5 jours par UGB. Donc avec une différence significative à ce niveau-là. Et autre chose aussi qui était assez intéressante
et qu'on ne s'attendait pas forcément, c'est qu'on avait un travail d'astreinte réalisé par du salariat beaucoup plus important en race normande qu'au niveau national. Alors, dans les quelques hypothèses qu'on avait commencé à creuser, c'était notamment du fait que c'est des systèmes qui arrivaient à dégager suffisamment de revenus pour se financer finalement du salariat. C'est un peu difficile de savoir de la poule ou l'œuf. Est-ce qu'ils avaient plus de temps disponible parce qu'ils avaient du salariat ou est-ce que parce qu'ils avaient plus de rémunération qui pouvaient s'offrir plus de travail salarié. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à savoir, mais on avait quand même une différence, vous voyez, très, très marquée entre 19% pour le réseau race normande versus 7% du travail d'astreinte réalisé par les salariés pour les autres systèmes. Et donc, en moyenne, ce qui fait que dans notre réseau, on a 2h30 de temps disponible par jour, ce qui est quand même assez important pour des systèmes d'élevage qui ont quand même pas mal d'astreintes. Alors ensuite, en 2019, nous avons fait tout un travail sur la robustesse. Alors, il y aurait énormément de choses d'expliquer sur la méthodologie qui était employée, mais on n'aura pas le temps là dans cette présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la robustesse économique, ce qu'on a regardé, en fait, c'est par rapport à des aléas économiques conjoncturels, de savoir comment nos systèmes arrivaient ou pas à absorber le choc. Donc, on regardait à la fois quel était leur niveau de revenu médian en projetant en 2030, mais on a regardé également, selon les aléas, quelle était la possibilité, la diversité des revenus que pouvait couvrir l'exploitation. Et on a regardé, en fait, du coup, si c'était des revenus qui étaient assez proches les uns des autres, ou au contraire, s'il pouvait y avoir énormément de dispersion, c'est-à-dire, en gros, une très forte sensibilité aux aléas. Alors, je vous ai présenté que 3 leviers là dans la restitution. On a regardé, bien sûr, beaucoup plus de choses dans le travail. Mais on avait regardé quels sont les leviers imaginés pour améliorer sa robustesse. Donc, il y avait le levier de création d'un atelier de jeunes bovins, donc issu de l'atelier normand, des jeunes bovins de race normande, le levier d'un passage en AOP et le levier d'un atelier de transformation. Sur le levier de création d'un atelier jeunes bovins, il y avait la nécessité de convertir des hectares de culture en maïs pour couvrir les besoins alimentaires des animaux. Et il y avait quand même des achats extérieurs de corn gluten et concentré, donc qui pouvaient être soumis aux aléas des marchés mondiaux. Donc, même si les taurillons étaient mieux valorisés, il y a quand même des charges et des intrants extérieurs qui font que la robustesse a été finalement impactée de façon modérée. Donc, il y avait une légère amélioration de la robustesse, mais pas autant que ce qu'on aurait pu espérer, parce qu'il y a un impact encore très important des intrants et notamment des achats extérieurs au niveau des concentrés pour les animaux. Et puis, une diminution globale du revenu, mais là liée en fait aux investissements nécessaires pour créer l'atelier jeunes bovins. Sur le levier du passage en AOP, donc là, il y avait des contraintes, bien sûr, pour adapter les systèmes simulés au cahier des charges des AOP normandes, avec un changement, du coup, également de l'alimentation. Alors là, en fait, sur le système simulé, alors ça dépend bien sûr de la situation de départ, sur le système simulé, globalement, le niveau de charge restait le même. En fait, c'était la nature des choses qui étaient produites sur l'exploitation qui étaient modifiées, mais globalement, le niveau de charge restait le même, et avec une meilleure valorisation du lait, qui faisait que globalement, on augmentait le revenu, mais sur la sensibilité, c'est-à-dire sur la diversité, la dispersion des revenus, on restait à quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a le même nombre d'achats extérieurs, et donc on avait la même sensibilité du système. Enfin, sur le 3e levier, l'atelier de transformation, donc avec en gros la production d'une partie, la transformation d'une partie du lait en camembert AOP de Normandie, ça nécessitait bien sûr des investissements pour l'atelier de transformation, mais également de la main-d'œuvre supplémentaire. Le camembert est bien sûr bien valorisé, mieux valorisé que du lait vendu en circuit traditionnel, avec des charges structurelles quand même très très élevées dans un atelier de transformation, des investissements très importants, mais qui du coup étaient compensés par la plus-value sur le prix du lait valorisé. Et donc là, on avait une augmentation significative du revenu et une diminution aussi assez sensible sur la robustesse, c'est-à-dire qu'en gros, avec un prix du lait qui était moins indexé sur le prix du marché mondial, mais plus indexé sur des prix qui étaient plus stabilisés quand on fait de la vente directe, fait que le système était plus robuste.
voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut retenir sur ce travail de robustesse, c'est que, bon, c'est assez logique, hein, mais plus le système est autonome et ne dépend pas du coup des cours des marchés mondiaux, que ce soit pour à la fois la vente de ces produits viande ou lait ou l'achat de ces aliments, notamment concentrés, plus le système est robuste au-delà du niveau de performance moyenne. Ce qu'on a vu également, c'est qu'on parle souvent de l'adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en fait, on a vu que des systèmes pouvaient être quand même sensibles parce que des conjonctures, il y a eu d'ailleurs des années qui l'ont prouvé, des conjonctures où à la fois les céréales, le lait et la viande peuvent être dans une mauvaise passe en même temps. Et donc, que l'adage ne s'est pas toujours vérifié, ou alors il faut diversifier beaucoup plus que sur 2 ou 3 ateliers. Voilà, sur la robustesse. Et enfin, là, je ne vous ai même pas mis de résultats parce que je voulais juste déjà vous parler un petit peu de la méthode. Le travail qu'on a fait pour la dernière année du dispositif, c'est un travail très transversal, donc sur la résilience. On a utilisé pour ça un outil qui s'appelle l'outil Demain, qui a été développé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Eurodéry, un projet européen sur la résilience des systèmes laitiers européens. Et en fait, dans cet outil, on regarde la résilience sur 5 piliers, donc des piliers qui font écho aux piliers du développement durable, environnement, humain et social, économique, mais auxquels on a rajouté 2 piliers, un plutôt sur le volet technique et un plutôt sur le volet stratégique. Comment l'agriculteur est en capacité d'expliquer sa stratégie, d'avoir des leviers d'action sur sa stratégie. Et en fait, chaque exploitation du réseau, race normande, a donc fait ce diagnostic résilience pour voir, en fait, alors vous voyez, le résultat se fait sous forme d'un radar, pour voir par rapport à des références moyennes comment il se situe, est-ce qu'il était plus élevé ou moins élevé que la moyenne. Avec tout un ensemble de questions, hein, l'outil, en fait, c'est un diagnostic qui dure environ 1h30 auprès de l'éleveur, avec des questions assez faciles normalement à répondre, et ça permet d'avoir une première sensibilisation, on va dire, aux aspects de la résilience et de faire attention qu'on peut être très bon, par exemple, sur le côté économique ou sur le côté environnement, mais si on pêche sur le côté humain et social, la résilience globale de l'exploitation peut s'en trouver compromise. Donc, le but, c'était vraiment de regarder sur ces 5 aspects. Alors, je ne vais pas développer tous les points. Là, il y a un exemple de résultat sur une ferme. Vous voyez qu'est-ce qui peut être en positif ou qu'est-ce qui peut être, au contraire, en négatif, avec une note, en fait, sur 100 sur chacun des 5 axes de la résilience. Donc ça, il y a le détail aussi, bien sûr, on a fait des productions et des articles pour présenter plus en détail tous ces résultats. Donc en discussion-conclusion sur cette partie, ce que nous a montré le réseau Race Normande et les travaux spécifiques annuels, c'est les atouts de la mixité de la race normande, et notamment le fait que, au niveau environnemental, par exemple, comme le disait Albéric, la vache produit à la fois du lait, mais et aussi produit de la viande, et donc qui repose que sur un seul animal au final. La qualité des produits, qui est aussi du coup un atout au niveau économique, hein, parce que ça les valorise d'autant plus. Une race facile à vivre avec notamment tous les aspects travail. Et puis une aptitude à valoriser les fourrages, avec notamment la place de la normande dans des systèmes très herbagés, très présents dans les systèmes AOP, bio, etc. Et donc, on a tout un ensemble de rendus, comme je vous le disais, je vous en ai mis quelques extraits, mais donc vous pouvez retrouver tout ça sur les sites de l'Ouest normande ou de l'Institut d'élevage ou des partenaires qui nous ont aidés à faire ce travail. Donc, voilà pour ma partie. Donc, je pense que pareil, on peut prendre. Je dis qu'il y avait quelques questions dans le chat, donc il y en a une pour Catherine déjà. Ouais. Donc, on va reprendre les questions. Merci Simon, merci à tous les intervenants. Donc, il y a une question pour Catherine, en effet, sur l'expérimentation qui a été faite sur le beurre. Est-ce que les animaux étaient tous sur quel type de ration? Le beurre a-t-il été produit à plusieurs moments de l'année pour comparer les différents régimes? Alors, les résultats que j'ai montrés, c'était vraiment les résultats, enfin, l'effet lié à la race normande. Donc, la race normande, en tant que telle, produit un beurre plus jaune. Après, effectivement, on avait étudié sur plusieurs moments de l'année, et il y a bien sûr un impact de l'alimentation, avec toujours des produits beurriers plus jaunes quand les animaux sont alimentés à l'herbe, puisque l'herbe est plus riche en carotène, donc forcément il y a un transfert du carotène de l'herbe au lait, un transfert quasi direct, donc bien évidemment il y a un effet de l'alimentation. Mais là, ce que j'ai montré, c'est l'effet propre de la race, quoi.
Donc la race en tant que telle produit un beurre plus jaune indépendamment de l'alimentation. Merci. Bien sûr, le résultat va être plus, en fonction de l'alimentation, ça variera, c'est tout. Merci Catherine. Alors, il y a une deuxième question pour Simon. À propos du bilan de travail de 2018, avez-vous des détails sur la répartition des travaux d'astreinte réalisés par les exploitants et par les salariés? Une répartition plus fine qui justifierait cette amélioration? Alors oui, effectivement, sur la méthode bilan-travail, on a la répartition des travaux d'astreinte réalisés par tous les personnes de la cellule de base, comme on appelle ça dans la méthode bilan. Alors après, est-ce que j'ai plus en tête, est-ce que on avait vu des choses, des tâches qui n'étaient pas les mêmes entre les exploitants et les salariés qui expliqueraient l'amélioration? Je n'ai pas mémoire qu'il y avait des choses très différentes de ce qu'on pourrait trouver par ailleurs. Et nous, la seule explication qu'on avait par rapport au fait qu'il y ait plus d'emplois salariés, c'était plutôt on va dire, une mentalité d'éleveur à dégager du revenu pour pouvoir se financer des salariés, quoi. Après, dans la répartition des tâches, je n'ai pas souvenir qu'il y avait des grandes différences entre le travail réalisé par les exploitants et ceux réalisés par les salariés. Après, on a tout le détail, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait recreuser si besoin. Merci. Après, une question pour Albéric. L'échec de la réforme de l'AOP Camembert de Normandie va-t-il impacter les orientations de l'OS normande et de quelle manière? Bien sur le camembert, je crois qu'il ne faut jamais parler d'échec en matière d'AOP. C'est simplement un pas de temps qui se rallonge. On a vu d'autres AOP qui, effectivement, ont mis beaucoup de temps à prendre des décisions qui pouvaient paraître évidentes au monde extérieur. C'est un pas de temps qui se rallonge, mais les choses ont été discutées, les choses vont s'installer dans les têtes et il faut continuer d'écrire cette belle histoire du camembert. Et puis après, sur les orientations de la race normande, je crois il faut répondre surtout pas, parce que forcément, on est un peu camembert dépendant, mais pas que, hein, c'est quand même loin de là. Et cette orientation, on l'a vu, de la présence de la race normande dans plein d'autres démarches de qualité, la prédominance de la normande dans les orientations bio et agriculture durable, eh bien, ça nous conforte dans l'idée qu'il faut continuer à creuser ce sillon, au contraire, parce que c'est probablement le sillon de demain pour les éleveurs. Merci. Alors, j'ai la question de Mathieu. Alors, sauf que du coup, Christophe Denoyel nous a quittés. Je pensais qu'il était encore là, mais il nous a quittés. Donc, peut-être qu'Albéric, vous avez la réponse. Question à propos du projet de qualité de la viande des vaches normandes. À l'issue du projet présenté, quelle perspective en termes de sélection génétique? Serait-il envisageable d'intégrer la quantité de gras de carcasse ou le persillé dans un index? Est-ce que ça existe dans d'autres pays et est-ce que tous les acteurs de la race sont-ils prêts? Eh bien, dans d'autres pays, il n'y a pas beaucoup il y a des travaux sur la qualité de la viande, c'est évident, et en particulier en Nouvelle-Zélande, le fameux système MSA. L'intégration dans les schémas génétiques, elle n'est pas évidente, et dans le monde de la viande, elle n'est pas évidente parce qu'il y a peu de pays qui travaillent la viande en race pure comme on peut le faire, nous, en France. Donc, il y a un vrai boulevard au niveau français. Et dans l'intégration dans les schémas génétiques, je pense qu'il y a des choses qui peuvent arriver assez rapidement. L'outil qui a été créé par l'Institut de l'élevage sur le dosage du gras dans la carcasse à partir de la photo de la 5e côte, c'est un outil qui va produire du phénotype assez rapidement et donc on va pouvoir assez rapidement faire de la génétique autour de ça. Les outils qui vont permettre de faire du phénotype à partir de l'analyse de la fibre musculaire et des protéines, on n'est pas très loin du résultat, mais ça sera probablement un peu plus long. Je vais dire le persillé dans les 3-4 ans et la protéomique dans les 3, 5, 6 ans, quoi. Un petit peu après. Mais on est probablement très près de ça et on a la chance en France d'avoir un vrai travail sur la race pure en matière de viande qui peut avoir une belle audience à l'international parce qu'il y a très peu de pays qui consomment et qui produisent la viande en race pure comme on peut le faire en France, avec de la normande notamment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Donc, n'hésitez pas si vous en avez. Pour votre information, donc les
les signes, toute la partie résilience, les résultats du projet résilience sont présentés demain dans une conférence de 11h à midi. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce projet-là. Donc, on vient de recevoir une question pour Albéric. Pourquoi avoir choisi le signe de qualité STG pour la valorisation du bœuf plutôt qu'un autre signe plus connu? C'est une longue histoire, parce qu'il y a eu plusieurs projets sur le bœuf normand. On a choisi la STG parce que finalement, ça consacre un mode de production et ça nous paraît extrêmement intéressant d'amener un industriel vraiment à l'entrée de son usine, son établissement, un produit dont on est capable de certifier le mode de production et après, il va l'exprimer comme il le souhaite. Et ça nous semble vraiment original dans le domaine de la viande. Il y a eu quand même une large expérience dans la viande sur d'autres signes officiels de qualité qui aujourd'hui n'ont pas complètement trouvé leur audience. Même ça me peine de le dire, mais on est bien obligé de constater que le poids du label rouge reste faible, le poids des appellations d'origine est insignifiant. Bon, il y a le bio, bien sûr, mais c'est quand même un tout autre esprit et une toute autre façon de fonctionner. Donc, ça me paraît vraiment intéressant de tester ce signe officiel de qualité qui consacre un mode de production. Et après, on dit, ben voilà, le bœuf traditionnel, on le fait de telle façon, on vous certifie qu'il a consommé de l'herbe toute sa vie, on vous certifie qu'il a un âge bien défini, une conformation bien définie, et on le valorise ensemble. C'est un autre mode aussi qui est proposé en termes d'organisation de filière, et c'est un produit sur lequel il est intéressant de le faire parce qu'on produit en bœuf traditionnel, hein, en Normande, on produit 30 000 bœufs par an, ce qui est probablement la principale production de bœufs actuellement en France. Donc, ça paraît intéressant de tester ce système de STG sur cette production-là, qui n'est pas tout à fait anecdotique. Donc, voilà pourquoi on tente ce pari de la STG. Et en plus, ce n'est pas territorial, ce qui est aussi important pour la race normande, parce qu'on est extrêmement fiers de nos AOC laitières. Bon, néanmoins, le petit inconvénient en termes de promotion de race, c'est qu'elles sont évidemment territoriales par définition. Et par contre, la STG n'est pas territoriale, donc ça peut permettre, on a des productions de bœufs intéressantes, par exemple au sud de Nantes, là, il y a des éleveurs qui ont des prairies qui sont propices à l'élevage des bœufs, eh bien, ils pourront bénéficier de la STG comme des éleveurs du Gouido. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore un peu de temps. Alors, encore une question pour Albéric. Pourriez-vous préciser le cahier des charges de la signature normande? C'est bon, 100% vache normande. Je crois qu'il y a 6 mois de pâturage. Il y a la participation à la charte des bonnes pratiques. C'est une démarche relativement générique. Néanmoins, il y a quand même des grandes variables comme ça, race, pâturage, charte des bonnes pratiques. Et puis, suivant qu'on fait du lait ou de la viande, si c'est de la viande, il y a des poids carcasses, il y a des conformations minimum. Donc, de façon à de dire un produit qu'on signe vraiment. D'autres questions? Donc, on vous rappelle que le replay de l'ensemble de cette conférence sera disponible sur l'IDEL et puis sur notre site internet via notre chaîne YouTube. Et puis, normalement, ça sera du coup sous-titré en anglais et en espagnol pour nos amis à l'international. Y a-t-il? On va encore attendre un peu. On a encore 5 minutes devant nous s'il y a des questions. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, peut-être on va clore, remercier les participants qui ont animé cette conférence, donc Catherine, Christophe, Simon, et puis tous les gens qui ont participé. On a été une 50aine de participants autour de cette conférence, et puis on se retrouvera, j'espère, l'année prochaine avec un space en réel, et on prendra un petit café ensemble, et on parlera de tout ça, et on pourra faire le point dans la façon dont les choses ont évolué d'ici là. Merci à tous.
bonne journée et à bientôt. Merci.